toujours un petit peu se mettre dans l'ambiance. Dans cette série de vidéos sur le guide libyen, nous avons déjà parlé de son ascension depuis le désert sec de Libye jusqu'à la très haute instance présidentielle du pays. Comme vous l'avez vu dans la première partie, nous avons vu que Kadhafi est finalement un stratège, un génie de la géopolitique, mais aussi quelqu'un qui a réussi à se faire aimer de son peuple et au-delà des frontières de la Libye, de tous ceux qui luttent âprement contre l'impérialisme occidental et qui oublie souvent celui de l'Orient. Mais Kadhafi, c'est aussi celui qui a réussi à jouer avec les intérêts supérieurs des nations russes, chinoises, françaises, américaines et même un petit peu israéliennes pour pouvoir surfer dans un monde qui lui en voulait d'être au cœur des bouleversements de la Libye. Quoi qu'on dise, c'est que Kadhafi a réussi à impulser un véritable changement avec son équipe dans son pays. Mais au final, Kadhafi, s'il a fini par tomber, c'est bel et bien parce qu'il a réussi aussi à créer des frustrations au sein de son pays, dans une branche de la population qui n'a pas vraiment apprécié sa façon de gouverner, parce que comme vous l'avez vu dans la dernière partie, parce que vous êtes des abonnés assidus, vous avez remarqué que Kadhafi a finalement frustré ses collaborateurs de par sa façon de s'accaparer le pouvoir, de par sa façon de penser qu'il était le seul à pouvoir impulser un véritable changement à la tête de la Libye. Et cette vidéo-là, la partie 2, on va vraiment s'attarder sur certaines questions que Kadhafi va nous permettre de soulever. En fait, à la fin de cette vidéo, il faut vraiment se poser la question: est-ce que la fin justifie les moyens en Afrique? لتجعل كلمة الحق هي العليا وكلمة أعداء الشعب هي السفلى. إن الشعب الإنجليزي يدرك تماما إن قاعدته باتت في حيز العدم بعد ثورة الشعب الليبي، ونحن ندرك أيضا إن الشعب الأمريكي الذي يحتفظ بقاعدة فوق أرضنا. En réalité, Idriss Déby même le disait à un moment, Kadhafi dérange dès son accession au pouvoir. En fait, dès 1969, lorsque Kadhafi prend les rênes de la Libye, on l'a vu dans la première vidéo, il va commencer à travailler sur certains sujets primordiaux, certains aspects de la politique sur lesquels chacun des pays d'Afrique devrait se mettre à travailler. Donc, l'éducation, les ressources minières, le fait que la population devrait avoir un accès illimité à l'eau, illimité, bon, j'utilise des grands mots, mais en tout cas, la population devrait avoir un accès facile à l'eau, au logement, etc., etc. Et pour ce faire, il va beaucoup nationaliser des entreprises qui appartenaient à des sociétés occidentales, orientales, etc. En septembre 1979, Kadhafi échappe à une tentative d'assassinat. Oui, encore une qui, cette fois-ci, part d'une brigade de Benghazi, l'endroit même où Kadhafi finalement a lancé lui aussi son assaut pour pouvoir prendre le pouvoir. À se demander si Benghazi n'est pas le siège finalement des révoltes libyennes. Après cette tentative d'assassinat, de coup d'état manqué, Kadhafi crie tout de suite à l'Occident. L'Occident essaie de faire tomber Kadhafi. Et malheureusement, beaucoup de pays font la sourde oreille, font comme si Kadhafi, c'est celui qui est impulsif. En réalité, il maltraite son peuple, donc son peuple veut le dégager. Sauf que, quelques temps après, on va lui donner raison, puisque à Bangui, juste à côté en Centrafrique, la France va lancer une opération militaire sur terrain pour faire tomber l'empereur Bokassa. Bokassa, qu'on ne respecte pas spécialement sur cette chaîne au vu du personnage, mais il faut le dire, Bokassa était un très grand allié de la France. Mais la France jalouse a décidé de dégager Bokassa parce que ce dernier commençait à avoir des accointances avec d'autres, dont Kadhafi, parce que Bokassa avait besoin d'alimenter son train de vie hyper intense et à un moment la France n'arrivait pas à suivre financièrement, donc Bokassa se tournait vers des pays plus liquides. Dans ce sens-là, la France va catégoriquement s'offusquer et décider de renverser Bokassa, qui, on le rappelle, avait un lien très particulier avec les Français. Dans son fort intérieur, il se considérait comme un Français d'Afrique. Bokassa va partager et des diamants et des épouses avec certains
de la diplomatie française. Je préfère ne pas m'aventurer plus loin dans ce sujet-là, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la République centrafricaine, vous allez en apprendre beaucoup. Donc au final, Bokassa est renversé par un coup d'état militaire orchestré par des militaires, des soldats sur terrain français. Comme quoi la France devait sauver les pauvres centrafricains. Et Kadhafi se sert de cet exemple-là pour dire aux autres, regardez, quand je vous dis qu'on essaye de déstabiliser certains, ce n'est pas une fausse affaire. Donc beaucoup de pays vont commencer à se dire, ah tiens, peut-être que la France agit effectivement. Parce que souvent on va se dire, oui, la France tire des manettes à partir voilà, de contrats, machin. Mais en réalité, l'armée française agissait également en Afrique sur terrain. Après ça, Kadhafi va se dire, bon, au final, on ne peut vraiment être sûr de rien dans cette zone de l'Afrique. Parce qu'au final, vous êtes là dans votre pays, vous êtes bien installé, vous travaillez tranquillement pour que les choses avancent. Mais si le pays voisin, il y a quelqu'un qui est soutenu par certaines puissances qui peuvent avoir des interventions terrain avec des soldats, avec des armements de pays, de puissances plus avancés, militairement j'entends, vous n'êtes pas tranquille. Et donc Kadhafi va se dire, si on veut être tranquille chez soi, il faut que tous les voisins soient des alliés. Théoriquement, ce n'est pas faux. Parce qu'au final, si tous les pays africains se donnaient la main, on n'aurait pas autant de problèmes sur le continent. Sauf que, dans les faits, Kadhafi veut orchestrer des coups d'État, comme par exemple ce qu'il a fait en Tunisie. Il veut orchestrer des coups d'État, il va orchestrer, financer des rébellions pour déstabiliser tous les régimes qu'il considérait ne pas être en hauteur de sainteté avec lui. Et ça, c'est le début de la question, est-ce que la fin justifie les moyens finalement? Parce qu'au final, Kadhafi, qui était la figure emblématique anti-impérialiste, qui rejetait avec la plus forte voix tous ces laissés-aller des puissances occidentales et orientales qui se croyaient tout permis, qui viennent déstabiliser des gens qui ont été choisis par le peuple ou pas, mais bon, des gens qui sont dans leur pays. Kadhafi, au final, il utilise les mêmes méthodes puisqu'il va soutenir des rebelles, il va soutenir ceci, cela, et quoi qu'on dise, c'est qu'il y aura des morts civiles innocentes. Kadhafi est au courant de ça. Mais pour se garder une certaine zone tampon, protection, pour que la Libye puisse continuer de travailler, il se dit, il faut qu'on fasse tomber ceux qui peuvent avoir des accointances avec les blocs occidentaux. Donc la question est lancée, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Et pour vous donner encore plus d'éléments qui font que Kadhafi va commencer à être très controversé et au grand plaisir des Américains, c'est que lors de la rébellion, lors de la tentative de coup d'État qui est partie de Benghazi, en réalité, on a fini par se rendre compte que cette tentative avait été soutenue par la France et l'Égypte pour renverser Kadhafi. Sauf que lorsque Kadhafi il prend les mutins, il prend ces gens-là, il les fait exécuter en place publique pour envoyer un message clair et net, je suis le guide, on ne me renverse pas. Oui, lui, peut-être que son coup d'État n'a pas été financé par certaines puissances occidentales, orientales, mais lui, quand il prend quelqu'un qui veut faire un coup d'État, il fait exécuter. Oui, un coup d'État, c'est pas normal, mais en même temps, faire exécuter les gens alors que toi-même tu es arrivé par coup d'État, bon, on peut se poser des questions. Je n'ai pas de réponse, mais je veux juste qu'on se pose les bonnes questions. Et ces éléments vont faire que Kadhafi, justement, va commencer à baisser dans l'opinion. Parce qu'on va se dire, bon, il est arrivé par coup d'État, quelqu'un essaie de lui faire un coup d'État, il le tue, bon, est-ce qu'on pourrait pas juste le mettre en prison? Est-ce que... Et les gens vont commencer à se dire, bon, le guide, peut-être que finalement, il est un peu dur, on peut pas trop lui parler, on peut pas lui dire, ça marche pas, on peut pas faire ceci, cela. Donc, même au sein de ses collaborateurs, les gens commencent à se dire, bon, c'est peut-être mieux que je me tienne à carreau, sinon... Et voilà comment ça va contribuer finalement à faciliter le travail des Américains et des Français. Parce que lorsque les campagnes de désinformation vont commencer, ça va être très facile de convaincre les gens que Kadhafi est un dictateur sanguinaire. Sauf que quand vous créez un précédent dans le pays, c'est normal que les gens commencent à croire ce que d'autres lui disent. Si vous volez chez votre voisin 2-3 fois et qu'on vous attrape, demain si on vient dire que vous avez volé ailleurs, même si c'est pas vous, on ne le croit pas. Mais tout ça, c'est la préparation du contexte. Parce que les vrais problèmes vont commencer en janvier 1981, lorsque Ronald Reagan est élu président des États-Unis. Parce que contrairement à la dernière administration, contrairement à son prédécesseur, Reagan s'en fout éperdument de la diplomatie. Pour lui, Kadhafi doit être purement et simplement éliminé. Du moins, lui, il considère que Kadhafi doit être écarté du pouvoir, c'est ce qu'il dit
à tout le monde. Sauf que lorsqu'il crée son bureau d'études spécialement dédié à Kadhafi et la Libye, les hypothèses d'assassinat de Kadhafi sont bel et bien réelles. Donc, c'est pour ça que je vous dis, demain, si j'ai pas de visa pour Washington, il faudra vraiment que vous soyez abonné à la chaîne parce que il faut une compensation, vous aussi. En gros, pour Reagan, la situation est très simple dans le monde. Ou bien vous êtes avec les États-Unis, vous êtes des alliés, ou bien vous n'êtes pas avec les États-Unis, vous êtes des ennemis. Kadhafi travaille avec le KGB. Donc au final, pour Reagan, Kadhafi est un ennemi des États-Unis. Lorsque Reagan est porté à la magistrature suprême, en ce moment-là, en France, il y a Giscard d'Estaing. Et Giscard d'Estaing et Reagan se comprennent. Tout de suite, c'est l'amour fou entre la CIA et la DGSE. Tout simplement parce que les deux veulent la fin du régime Kadhafi. Ils commencent à mettre en place une opération grandiose. L'opération est en plusieurs parties. Première partie, campagne de désinformation. Vous connaissez la chanson, mais ils ne sont pas les meilleurs. Les meilleurs dans la désinformation, c'est Obama. Mais on va y revenir. Pour l'instant, ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils vont vraiment millimétrer un plan que même moi, j'ai eu du mal à croire lorsque j'ai lu là-dessus. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça peut être un peu bizarre. En gros, on veut faire croire à une attaque de la Libye sur l'Égypte, parce que l'Égypte, bien sûr, est complice. On veut faire croire que la Libye attaque l'Égypte et ensuite donner une raison valable à l'Égypte de riposter sur la Libye. Sauf que ce n'est pas l'Égypte qui va riposter, donc vous comprenez ce qui va se passer. Par contre, par un curieux coup du destin, il y a des élections. Et c'est peut-être ça de beau et de pas beau en même temps dans la démocratie. C'est que les élections font que les gouvernements ne sont pas toujours les mêmes. Finalement, en France, Giscard d'Estaing n'est pas reconduit. Et c'est un certain François Mitterrand qui arrive au pouvoir. Et contrairement à son prédécesseur, Mitterrand ne veut pas que la France soit un pion dans la stratégie américaine. Et de plus, pour Mitterrand, il ne faut pas faire tomber Kadhafi. Parce que son analyse est assez simple. On connaît les Américains, on sait qu'ils veulent s'imposer en Afrique depuis un certain moment. Sauf que pour l'instant, ils sont concentrés dans la guerre avec l'URSS. Mais ils cherchent toujours des petites portes d'entrée pour pouvoir se faufiler et diminuer la présence française. Sauf que pour Mitterrand, la présence française en Afrique est super importante. Il est conscient des enjeux de la France en Afrique. Donc il se dit, on va pas jouer le jeu des Américains et puis se retrouver dans les problèmes. Nous-mêmes, on va se tirer une balle dans le pied. Du coup, il sort tout de suite de l'opération. Il décide qu'il ne poursuit pas. Donc l'opération tombe un peu à l'eau parce qu'on comptait beaucoup sur les services secrets français aussi pour la mettre en place. C'est donc comme ça que, toujours en 1981, Ronald Reagan décide de rompre toutes les relations diplomatiques avec la Libye. Au final, avait-il une vraie raison de rompre ces relations? Bon. De toutes les façons, pour Reagan, Kadhafi est l'homme le plus dangereux du monde. Il le dira plusieurs fois, il le traitera de chien fou. Vous avez entendu ça partout sur YouTube. C'est comme ça que Reagan, il voit Kadhafi. Un homme dangereux, un chien fou, un gars incontrôlable. Oui, Kadhafi est impulsif, c'est vrai, mais de là à le traiter de chien, bon, on est à la limite quand même des propos que peuvent tenir des politiciens entre eux. Dans tous les cas, Reagan va tomber sur un os. Et un gros, parce que Kadhafi, c'est un peu aussi un gamin un petit peu. Kadhafi, il sait que la stratégie de Reagan est de le pousser à l'erreur pour pouvoir l'attaquer. Sauf que Kadhafi, lui aussi impulsif et taquin, va jouer avec Reagan. Donc ces deux partenaires de jeu-là vont participer vraiment à faire mourir beaucoup de citoyens, de civils innocents dans leur querelle politique. Et c'est là où je vous dis que très souvent, les hommes politiques sont adulés, déifiés, tout ça, mais ça ne devrait pas être le cas. D'ailleurs, une anecdote qui m'avait fait un peu rigoler, c'est que Reagan était à un moment persuadé que Kadhafi lui avait envoyé des tueurs aux États-Unis pour l'assassiner. Et de l'autre côté, Kadhafi passait son temps aussi en Libye à traiter Reagan de gros menteur. Vous voyez un peu pourquoi c'est rigolo? C'est qu'on a des hommes hyper puissants, un Reagan, un Kadhafi, avec des charismes incroyables, qui sont là à dire « Ouais, mais il a essayé de me tuer. Non, mais c'est un menteur. Non, mais c'est toi le menteur. Yeah !» Bref, dans tous les cas, tout ça pour dire qu'entre Reagan et Kadhafi, c'est vraiment pas l'amour fou. Bon, c'est donc comme ça que les choses vont continuer à s'empirer entre les États-Unis et Kadhafi. Sauf que Kadhafi n'a pas la même relation avec les pays européens. Parce qu'au final, l'Europe reste un des principaux partenaires commerciaux de la Libye. Et Kadhafi, il en est conscient. Mais les Européens aussi en sont conscients. Parce que derrière, si les États-Unis peuvent
s'en foutre un peu des relations avec Kadhafi, c'est parce qu'ils ont accès au marché mondial. Sauf que l'Europe ne peut pas vraiment se targuer de du même charisme mondial, car chaque pays est un peu différent. Et donc, ils ont besoin aussi de ces pays-là, de la Libye, du Qatar, etc., pour pouvoir combler un peu les trous et ne pas se retrouver à être complètement dépendant aussi des États-Unis finalement. Sauf que j'aimerais vraiment qu'on approfondisse un dossier très très important pour moi personnellement, c'est le dossier tchadien. Parce que ce dossier-là va en profondeur dans ce que je disais en début de vidéo et que j'ai répété après, est-ce que la fin justifie les moyens? Lorsqu'on va finir avec le dossier, vous comprendrez ce que je veux dire. Ce Kadhafi va s'engouffrer dans un dossier qui va vraiment le mettre en porte-à-faux avec la France et les États-Unis. Bon, le Tchad, c'est très simple. Il y a une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller regarder, ça c'est un. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que le Tchad est un pays vraiment géostratégique. Il est en plein cœur de l'Afrique du Nord, si vous voulez. En tout cas, il fait pont entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Au final, grâce aux positions stratégiques dans le Nord, dans le Sud, à l'Est et l'Ouest, on a accès à plusieurs territoires hyper importants. Le Soudan, la Libye, le Cameroun, Centrafrique, des pays avec des potentialités énergétiques, matières premières énormes. Donc finalement, on a un pays qui est super important et dont la France ne peut pas se défaire. Parce que dans la vidéo sur le Tchad, je vous disais que la France était littéralement amoureuse du Tchad, pour qui elle avait vraiment un amour du territoire tchadien. Et quiconque, que ce soit les Américains, les Britanniques, la Libye, peu importe la personne qui lorgnait sur le Tchad, vous aviez des problèmes avec la France. Et Mitterrand et son ministre Chirac étaient au courant que les États-Unis essayaient de se positionner au Tchad et en RDC. Parce que ce sont des pays stratégiques depuis lesquels vous pouvez vous expandre sur le continent africain de façon super facile. On vient me solliciter. Il y a quelques semaines, j'ai reçu des élus corses qui sont venus me demander des armes. J'ai refusé. Et il alimentait la conversation sous l'angle, vous voyez, je fais des gestes pour la France parce que c'est la France socialiste. C'était ça, son idée. Il essayait de mettre un coin entre les Américains et nous, sous le prétexte que nous étions socialistes, donc croyait-il anti-américains, ce qui n'était pas le cas. Maintenant, au Tchad, il y avait aussi un problème interne. Parce que le gouvernement central tchadien avait réussi à créer d'énormes frustrations dans le nord du Tchad. Parce que lors de la colonisation, lorsque les premiers gouvernements tchadiens sont arrivés, après l'assassinat de tous ceux qui étaient vraiment des vrais nationalistes, on a placé des pions à la tête qui chérissaient un peu la France, vont délaisser complètement le nord et s'occuper que du sud du Tchad, le Tchad utile selon les Français. Donc au final, on va créer une crispation, une frustration terrible dans les populations nordistes. Et cette frustration-là va se transformer, bien évidemment, comme vous le savez, dans toute l'Afrique, en rébellion armée. Cette rébellion armée du nord tchadien est composée de deux grands leaders, Hissène Habré, Gougouni Ouédé. Les deux finiront par être chefs d'État au Tchad, vous allez comprendre. Donc, Gougouni Ouédé et Hissène Habré lancent une grande rébellion contre le pouvoir central tchadien qu'ils considèrent comme des suppôts de la France, mais aussi comme un gouvernement qui omet de s'occuper de cette grande partie du territoire. Sauf que ces deux personnalités-là aussi sont finalement très différentes, parce que Gougouni Ouédé, c'est un homme de terrain, il n'est pas forcément très intellectuel, mais quand même, bon, on va dire qu'il s'en sort, il sait manager les troupes et les troupes l'apprécient. Et il est très très proche de Kadhafi. Parce que ce que j'ai même appris dernièrement, c'était pas prévu à la vidéo, je vous cache pas, c'est que le père de Gougouni Ouédé a trouvé refuge à un moment en Libye. Parce que la population, le village avait des problèmes, ils se sont un peu réfugiés en Libye et la Libye a pris soin d'eux. Donc ce sont des gens qui sont attachés à la fois au Tchad et en même temps à la Libye. Et c'est dans ce sens que Gougouni Ouédé et Kadhafi sont très proches. Kadhafi se sert également de Gougouni Ouédé et de sa révolte pour pouvoir annexer finalement la bande d'Aouzou dans le nord du Tchad et aussi espérer que quand Gougouni Ouédé arrivera au pouvoir, que le Tchad et la Libye ne fassent plus qu'un même pays. D'ailleurs, dans la bande d'Aouzou, dans le nord du Tchad, Kadhafi va commencer à un moment à libyaniser les Tchadiens en partageant des passeports, des cartes d'identité, etc., etc. Donc,
Vous comprenez que Kougouni Ouédé et Kadhafi sont très proches à cette période-là. Sauf que Hissène Habré, un peu plus intellectuel, un peu plus... il trouve que Kadhafi, au final, c'est peut-être pas la meilleure solution. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui, oui, a de l'argent, mais qui est trop impulsif, qui fait ce qu'il veut, on peut pas lui parler. Bon, lui, en tout cas, il veut pas de ça. Et surtout, il ne veut pas que le Tchad soit annexé par un quelconque pays. Il veut garder le Tchad dans son intégrité territoriale. Et à quelque part, même s'il a été vraiment sanguinaire aussi au Tchad, il faut le dire, il faut aussi avouer que c'est grâce à lui que finalement le Tchad est resté à garder son intégrité territoriale et à cette taille-là. Parce que sans Hissène Habré, le Tchad aujourd'hui était la moitié de ce qu'il est. Donc au final, il faut toujours faire la part des choses. Mais poursuivons. Donc arrivé au pouvoir, Hissène Habré et Kougouni Ouédé vont rentrer en conflit. Les deux ne s'entendent plus, ils n'ont pas la même vision du pouvoir, etc., etc. Et Hissène Habré va se rapprocher des États-Unis pour combattre Kadhafi. Mais quand tu te rapproches des États-Unis, finalement, tu es rapproché de Israël. Et aussi à l'époque de Mobutu au Zaïre, qui va réussir à organiser des rencontres au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, entre Hissène Habré, les diplomates israéliens et américains pour s'organiser. Du même moment, Kougouni Ouédé qui voit ça, Kadhafi qui voit ça, se disent si les Américains commencent à traiter avec Hissène Habré, ça va être chaud. Donc Kadhafi se lance encore plus dans la guerre et soutient Kougouni Ouédé 2 fois plus. Sauf que maintenant la France a le cul entre 2 chaises. Pourquoi ? Simplement parce que la France, ils ne veulent pas d'Hissène Habré, parce que Hissène Habré est trop proche des Américains. Parce que Hissène Habré considère que la France, qui est l'ancien colon, ne peut pas le soutenir pour l'indépendance tchadienne. Donc il se rapproche des États-Unis qu'ils pensent meilleurs que la France, ou du moins ils pensent pouvoir jouer avec leurs intérêts. Sauf que du même coup, la France n'aime plus Hissène Habré, mais ne veut pas aussi permettre aux Américains d'avoir une porte d'entrée pour s'installer au Tchad. Sauf que pour ne pas que les Américains s'installent au Tchad, il faut que la France soutienne Kougouni Ouédé. Mais si la France soutient Kougouni Ouédé, la France est automatiquement l'allié de Kadhafi. Et la France ne peut pas être l'allié de Kadhafi, puisque Kadhafi est l'ennemi de l'Amérique et que la France est l'allié de l'Amérique. Donc finalement, la France, elle ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'on doit aider Kougouni Ouédé? Est-ce qu'on doit aider Hissène Habré? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et au final, tout ce que je raconte là, qui en souffre? C'est la population civile tchadienne, qui se fait allumer par Hissène Habré et les Américains, qui se fait allumer par Kougouni Ouédé et Kadhafi, et la France est au milieu en se disant, bon, on allume qui, on n'allume pas qui? Qu'est-ce qu'on fait? Donc au final, c'est comme je disais au début, est-ce que la fin justifie les moyens? Un Kadhafi qui se battait pour les États-Unis d'Afrique, pour une monnaie commune africaine, pour ceci, pour cela, qu'on peut largement saluer. Pourquoi on appréciait ce Kadhafi-là, va soutenir quelqu'un qui avait une armée, des rebelles qui violaient des femmes, des enfants, tuaient des civils innocents au Tchad. Et Kadhafi ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant, mais il le faisait parce qu'il voulait à tout prix que le Tchad et la Libye soient unis. Derrière, c'est la même chose. Les États-Unis, Hissène Habré et Israël vont participer à la mort de plusieurs Tchadiens. Quand Hissène Habré enfermait des Tchadiens, torturait d'autres, etc., etc., ils étaient au courant. Donc au final, est-ce que Kadhafi, dans cette situation-là, n'était pas exactement pareil que les puissances impérialistes? Lui qui combattait cet impérialisme-là. Donc c'est une question à laquelle il faut vraiment répondre, parce qu'aujourd'hui sur le continent, beaucoup de gens se retrouvent à aimer des personnages parce que ces personnages-là émettent un certain anti-impérialisme. Mais dans les faits, dans les actes, est-ce que c'est ça qu'ils font? Ou est-ce que eux-mêmes, malgré leur discours anti-impérialiste, se retrouvent à faire vivre à des peuples innocents ce même impérialisme, mais de la main d'un enfant de l'Afrique? Et les choses vont continuer de s'envenimer comme ça. Bon, Hissène Habré va réussir à prendre l'avantage en N'Djamena, la capitale tchadienne, et repousser les troupes de Kougouni Ouédé au fond dans le nord. Sauf que dans le nord, il y a la Libye qui va appuyer encore plus fort Kougouni Ouédé, qui va réussir à revenir. Donc, on va se retrouver dans une situation un peu de rupture du Tchad en deux. C'est littéralement même ce qui va se passer. En fait, le Tchad sera divisé en deux. On aura un nord géré par Kougouni Ouédé et les Libyens, un sud géré par Hissène Habré et ses alliés, États-Unis, Israël, France aussi, en réalité, parce que la France peut absolument pas être l'allié de Kadhafi, même si pour Mitterrand, l'objectif est de conserver le Tchad dans son giron, tout en n'énervant pas Kadhafi au point de casser les liens entre eux. Donc c'est un peu dans ça que se retrouve le Tchad, le pauvre Tchad qui subit
les décisions politiques de gens qui pensent qu'ils savent tout sur tout. En juin 1983, les troupes de Koukouni-Ouédé arrivent à faire un grand coup. Et là, Mitterrand est vraiment contraint d'agir. C'est comme ça qu'il va faire envoyer 3000 soldats français sur le terrain pour soutenir l'armée d'Hissène Habré avec les États-Unis. Au même moment, les États-Unis font stationner 8 chasseurs F-15 Eagle à Khartoum au Soudan en direction de la Libye. Kadhafi, lorsqu'il apprend ça, il se dit, là c'est chaud, par contre les Américains ne cherchent plus à rigoler parce que la guerre a lieu au Tchad. Mais quand vous stationnez vos avions, vous les pointez en direction de la Libye, il y a un problème. Il décide donc de stopper les troupes de Koukouni-Ouédé là où elles se trouvent. Et la France, elle est vraiment contente. Elle se dit, ok, Kadhafi a arrêté d'avancer, il y a un cessez-le-feu qui va être signé, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le contrat? Qu'est-ce qu'on fait du deal? Et Mitterrand et ses équipes, ils vont décider de proposer à Kadhafi de garder toutes les positions qu'ils ont dans le nord. À cette condition remplie, la France s'engage à ne pas dépasser ses positions dans le sud. C'est comme ça qu'ils vont diviser le Tchad, littéralement de façon officielle. La Libye, avec Kadhafi et Koukouni-Ouédé, va signer un accord avec la France de Mitterrand et forcer la main à Hissène Habré pour séparer le Tchad en deux. Un Tchad qui sera, entre griffes, le sud utile que cette partie-là, et le nord sera offert à Koukouni-Ouédé et à Kadhafi pour calmer les choses. Mais au final, ce qui avait créé la rébellion du nord, Koukouni-Ouédé et Hissène Habré ensemble, était le fait que le gouvernement central tchadien ne s'occupait que du sud du Tchad en ne considérant pas le nord. C'est ça qui crée la frustration initiale. Mais au final, on se retrouve avec un Tchad amputé de son nord parce que ce nord-là n'intéresse tout simplement pas les Français. Et encore plus fort, on a un Kadhafi et un Mitterrand qui décident que la guerre s'arrête avec un Tchad divisé et les Tchadiens sont au milieu. Parce que eux sont ceux qui financent plus puissants, plus ceci, plus cela. Et Hissène Habré refuse catégoriquement cet état de fait. D'ailleurs, on va se rendre compte par la suite que Koukouni-Ouédé aussi n'est pas d'accord avec cet état de fait. Parce que les premiers à rompre le cessez-le-feu, ce sont les troupes de Koukouni-Ouédé qui vont traverser le parallèle et commencer à se rapprocher encore une fois de N'Djamena. Parce que rappelons-nous, comme je le disais, la frustration naît du fait que le Tchad, c'est le nord et le sud ensemble et que le nord est abandonné, vraiment on s'en fout des populations du nord. Donc les troupes de Koukouni-Ouédé qui s'étaient engagées pour ramener quelque part des infrastructures aussi au nord, parce qu'ils se disent si nous on prend le pouvoir, on va développer le nord, vont recommencer à se battre. Donc chacun a ses intérêts, chacun a ses objectifs et finalement chacun joue un peu avec les intérêts des autres pour trouver une sorte de symbiose. Et c'est là où on revient au point essentiel, les politiciens ne méritent pas d'être adulés, déifiés, tout ce que vous voulez. C'est des gens qui ont des objectifs comme vous, comme moi. Et au final, est-ce que ces objectifs-là servent vraiment la population? Donc, c'est un des premiers dossiers que je voulais qu'on aborde parce qu'il soulève une question très importante. Avant de continuer, parce que c'est un dossier qui montre que Kadhafi, impliqué au Tchad, va se créer des problèmes avec ça. Donc, Kadhafi, lorsque les troupes de Koukouni-Ouédé brisent le cessez-le-feu, continue d'accélérer vers N'Djamena, etc. Avant qu'il ne brise le cessez-le-feu, Kadhafi a de très bonnes relations avec l'Europe. Sauf que les États-Unis, ils voient d'un très mauvais œil ces relations avec l'Europe. Parce que ce sont ces relations avec l'Europe qui font que Mitterrand n'accélère pas dans les choses, qui font que l'Italie va souvent envoyer des renseignements au guide libyen pour empêcher qu'il ne soit renversé. Bon, pas que l'Italie, hein, beaucoup de pays vont envoyer des informations à Kadhafi pour entrer dans ses bonnes grâces, ce qui va lui permettre lui aussi derrière de ne pas être renversé trop vite. Donc, au final, les États-Unis veulent vraiment séparer l'Europe de Kadhafi. Et comme par hasard, vraiment limite par intervention supérieure. Et suivez mon regard parce que je ne parle pas d'un dieu, je parle bien d'une intervention humaine supérieure. Premièrement, la Grande-Bretagne, qui au final, je parle beaucoup d'elle, mais je parle pas trop d'elle. En fait, la Grande-Bretagne part du principe que si on peut exploiter le pétrole, ça va. L'affaire, c'est que le 17 avril 1984, une jeune agente de police de 25 ans est assassinée très proche du consulat libyen à Londres. Bien sûr,
les États-Unis n'hésitent pas à dire qu'il s'agit bel et bien de Kadhafi et des services libyens qui ont assassiné cette jeune dame. Mais de vous à moi, depuis la première vidéo qui dure 1 heure, plus cette vidéo, je sais pas on est à combien de temps, on sait que Kadhafi est un stratège. De vous à moi, est-ce vraiment logique que Kadhafi fasse assassiner une agente de police de 25 ans britannique en face de son consulat à Londres? Vraiment, je ne veux pas aller plus loin que ce que je viens de dire, mais pour moi, il y a anguille sous roche. D'ailleurs, ce n'est pas seulement pour moi parce que en 1994, Queenie Fletcher, la mère de la victime, dira en ces termes: je pense que le gouvernement en savait bien plus au sujet de 3 points de suspension. Bon, en tout cas, pendant ce temps, au Tchad, Kounia continue, la guerre continue avec Hissène Habré et tout ça. Bon, vu que la guerre a repris, Kadhafi, bon, il est obligé quand même de soutenir son poulain. Il soutient son poulain, voilà, les choses avancent. C'est donc comme ça qu'en 1986, Ronald Reagan décide de poser un embargo. Bien sûr, vous connaissez les embargos des États-Unis. Lorsque les États-Unis mettent un embargo sur un pays, les autres pays n'ont pas le droit d'avoir des relations commerciales avec lui sous peine de plusieurs représailles. En tout cas, toutes les compagnies américaines de l'époque, 5 ou 6, évacuent la Libye et les alliés des Américains sont obligés de se faire tout petits pour continuer de traiter avec la Libye sans que les Américains ne se fâchent. Par contre, Ronald Reagan met encore sur la table une nouvelle tentative d'envoyer des avions, des bombardiers pour assassiner Kadhafi, comme quoi Kadhafi n'aurait pas respecté les termes du contrat au Tchad. Mitterrand, encore une fois, il dit non. Il n'est pas trop chaud à l'idée de déstabiliser la Libye. Il pense qu'il faut plutôt calmer le jeu. Donc, vu que cette première justification ne passe pas, les Américains sont à la recherche vraiment d'une justification. Quelque chose qui va leur permettre de bombarder la Libye, d'en finir avec Kadhafi et de pouvoir dire aux gens: mais regardez ce qu'il a fait. C'est pour ça que nous, on est intervenu. Et comme quoi, encore une fois, comme je vous le dis, c'est vraiment terrible. Ce monde-là, il est... Je sais pas. Mais en tout cas, une autre intervention arrive. Cette fois-ci, c'est un attentat. Malheureusement, c'est un attentat qui arrive du côté de Berlin-Ouest. Donc, à l'époque, on a encore le mur de Berlin. Dans une discothèque, la discothèque La Belle. Dans cette discothèque-là, il y a beaucoup de soldats américains qui traînent là-bas souvent. Bon, bref, c'est une discothèque, les gens kiffent. Et lorsqu'il y a eu l'attentat là-bas, plusieurs blessés, des morts, les États-Unis, Reagan, il prend cet élément-là. Il sort à la télé, il sort au Parlement, il va dire aux Américains: regardez ce que Kadhafi a fait. Kadhafi a assassiné des soldats américains, Kadhafi a tué des innocents qui partaient s'amuser, Kadhafi est contre le monde libre. Et bien sûr, nous, les États-Unis, on ne peut pas se permettre de fermer les yeux sur un tel dictateur, un tel assassin, quelqu'un qui est contre le monde libre, quelqu'un qui est un terroriste, un soutien de l'islamisme radical, bon, bref. Alors que les preuves ne mènent même pas vers Kadhafi. D'ailleurs, plusieurs pays européens étaient d'avis que Kadhafi n'avait rien à voir avec cet attentat. Et Kadhafi n'a pas manqué dans son impulsivité, bien sûr, de traiter encore une fois Ronald Reagan de gros menteur et de dire à Reagan de sortir les preuves. Sauf qu'on n'a pas le temps ici de donner des preuves. Les États-Unis envoient des demandes d'autorisation de survol d'espace aérien à la France, à la Grande-Bretagne, pour faire partir des bombardiers américains, donc de l'OTAN, parce que quoi qu'on dise, l'OTAN en réalité, c'est bel et bien l'armée américaine projetée en Europe, même si beaucoup d'Européens pensent que c'est pour les protéger. Bon, bref, je ne vais pas aller dans ce détail-là, mais en tout cas, les États-Unis décident de passer à l'action. Comme vous l'imaginez très certainement, Mitterrand, Chirac, qui est son ministre à l'époque, refuse catégoriquement le passage des États-Unis par le ciel français. Et c'est ce laps de temps qui force les États-Unis à faire le détour. Ce petit non de la part de Mitterrand qui sauve la vie de Kadhafi. Parce que ce détour fait perdre 30 minutes aux avions de chasse américains. Et ces 30 minutes suffisent à Kadhafi pour être mis au courant et à se mettre à l'abri. Sauf que les bombardiers en question vont lâcher 60 tonnes de bombes. Je reprends. 18 bombardiers F-111 larguent 60 tonnes de bombes à Tripoli et à Benghazi, il ne faut pas oublier, c'est les deux. Est-ce que vous voulez me faire croire, depuis mon salon ici, qu'il faut 60 tonnes de bombes pour tuer une personne et qu'on doit laisser tomber ces bombes-là dans 2 capitales? Vous pouvez essayer de me faire croire ça, mais pour moi, quand même, on frôle l'exagération. Hein? On frôle, on ne l'a pas encore atteinte, on frôle l'exagération.
Bref, Kadhafi, grâce à ces 30 minutes, grâce à ce nom de François Mitterrand, et à savoir même, au final, si Mitterrand n'a pas avisé Kadhafi en avance, c'est possible. Ou peut-être que c'est les services italiens, ou peut-être les services espagnols, on ne sait pas. Mais peut-être que quelqu'un à l'OTAN a alerté Kadhafi. Parce que je vous le rappelle, les États-Unis ont leur agenda, mais les pays européens ont leur propre agenda. Au final, ils arrivent à créer une synergie, mais c'est une synergie tirée par les Américains. Donc certains petits pays européens peuvent souvent essayer de s'organiser. Du coup, peut-être que Kadhafi a été mis au courant par un membre de l'OTAN. Mais dans tous les cas, on ne saura jamais. Kadhafi s'en sort. Il réchappe à cette situation. Kadhafi ressort de cette situation avec les nerfs. Et on peut le comprendre. Vous êtes dans votre pays, vous êtes là tranquillos, il n'y a aucune preuve contre vous par rapport à une situation. On vient vous bombarder. Et il va s'en plaindre. Et pour une fois, je vais vraiment dire des bonnes choses de l'ONU en griffe parce qu'il ne faut rien non plus. Parce que l'ONU est outrée. La plupart des pays à l'ONU vont condamner cette intervention américaine. Parce qu'il faut comprendre que si l'Amérique, les États-Unis peuvent bombarder la Libye sans aucune raison, sans preuve, ils peuvent bombarder n'importe qui. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent garder quand même une certaine image et tout. Mais ils peuvent. Donc, beaucoup de pays plus petits, même que la Libye, avec moins d'aura que Kadhafi, vont commencer à se dire « Ah, tiens, ça peut chauffer ». Donc, beaucoup vont vraiment être contre cette intervention américaine, mais comme je vous l'ai dit, ça ne va mener à rien. Si vous avez bien suivi la vidéo depuis le début, vous saviez que Kadhafi travaillait aussi avec le KGB. Mais curieusement, Moscou n'a pas intervenu et n'a pas réussi à bloquer les États-Unis. Parce que, comme on dit, c'est que la Russie, l'URSS à l'époque, et les États-Unis sont les plus grandes puissances. Si l'URSS, qui a des bateaux dans cette zone-là, qui a des avions dans cette zone-là, s'était positionné en disant aux Américains, en venant, vous allez nous croiser, les Américains allaient réfléchir 2-3 fois avant. Et je pense qu'ils n'auraient pas attaqué. Donc, au final, l'URSS, qui était un allié de Kadhafi, ne va pas l'aider. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette période-là, c'est Gorbatchev qui est le chef, le leader, secrétaire général du Parti communiste soviétique. Et Gorbatchev a une autre vision de l'URSS qui commence à avoir des problèmes économiques, tout ça, et se rapproche des États-Unis. Gorbatchev veut réchauffer les relations entre les États-Unis et l'URSS, comme aujourd'hui, Poutine réchauffe plus ou moins les relations avec Trump, ou on dira plutôt que c'est Trump qui réchauffe. Bon, tout ça pour dire que beaucoup de pays, beaucoup de dirigeants de pays qui pensent qu'ils sont les alliés de la Russie, de la Chine, etc. Il faut que vous compreniez que dans le concert des puissances, vous êtes des monnaies d'échange. Nous sommes des monnaies d'échange. En réalité, si demain, la Russie, qui a des plus gros intérêts stratégiques avec les États-Unis en réalité qu'avec d'autres, si les États-Unis leur proposent un très bon deal, à condition de lâcher un certain allié peu stratégique, croyez-moi, la Russie ne va pas se gêner à lâcher. C'est ce qui est arrivé avec Kadhafi. Et c'est pour ça que je dis, l'histoire de Kadhafi, ce sont des leçons géopolitiques exceptionnelles. Il a tout vécu. Et donc, là, on voit très clairement que l'URSS ne soutiendra pas un allié si cela va entacher ses relations avec les États-Unis, surtout qu'ils sont dans cette démarche-là. Le pire dans tout ça, c'est qu'en 1988, l'Allemagne annonce la clôture du dossier de l'attentat de la discothèque. Devinez quoi? Il y a 5 coupables, 2 Allemandes, 2 Palestiniens et 1 Libyen. Est-ce qu'un ressortissant libyen est gage du terrorisme d'État de la Libye? Bref, suite à l'échec de cette opération Eldorado Canyon, oui, parce qu'ils ont décidé quand même de donner un nom à cette attaque. Les États-Unis décident de changer le fusil d'épaule. Ils ont décidé que bon, c'est peut-être un peu trop flagrant, les gens ont un peu trop crié, on va essayer de voir comment on peut s'organiser pour que ce soit plus caché. Ils décident donc d'appuyer un peu plus sur la stratégie de la désinformation et d'appuyer encore plus sur les plaies ouvertes entre la Grande-Bretagne, la Libye et certains pays d'Europe, et de faire penser aux pays européens, mais surtout à la population européenne, que Kadhafi, en réalité, c'est un terroriste qui en veut au monde libre et qui est un dictateur qui empêche les gens dans son pays de vivre librement. D'ailleurs, le secrétaire d'État George Shultz déclare à la presse américaine: s'il existe des moyens de rendre Kadhafi nerveux, pourquoi nous en priver? Il dit pas ça pour rien. Donc tout ça pour vous expliquer qu'ils vont tout faire pour mettre la pression à Kadhafi pour que ce dernier fasse encore une erreur qui va leur permettre
cette fois-ci peut-être de larguer 100 tonnes, etc. Au Tchad, pendant ce temps-là, Hissène Habré réussit à tendre un piège à Gougouni-Weddé. Ce dernier tombe dans le piège et lâche Kadhafi, son financier, son bailleur de fonds, celui qui l'a soutenu avec des armes, des soldats. Il lâche Kadhafi pour s'allier avec Hissène Habré. Et au final, Kadhafi se dit, bon, si je perds Hissène Habré et Gougouni-Weddé, je risque de perdre le nord du Tchad. Et n'oubliez pas, l'objectif de Kadhafi, c'est quand même de garder cette partie annexée du Tchad, la bande d'Aouzou, mais aussi d'unir le Tchad à la Libye, peu importe les voies et moyens. Donc Kadhafi va décider de financer une sous-division de l'armée de Gougouni-Weddé. Et cette sous-division, le Guns CDR, vaillamment soutenu par Kadhafi qui va leur envoyer énormément de soldats. Au final, Mitterrand se dit, bon, là quand même, il y en a un peu marre. Kadhafi, on avait trouvé un accord, tout ça, voilà, tu t'y remets. Bon, là, Mitterrand décide vraiment d'en finir avec la guerre. La France et les États-Unis décident donc d'agir sur deux fronts finalement. Ils vont d'abord financer en envoyant de l'argent et aussi des armes et des munitions à Gougouni-Weddé pour qu'il se débrouille. Et au niveau de Hissène Habré, ils vont lui renvoyer des hommes. C'est donc comme ça que la France va envoyer quelques milliers de soldats français appuyer les troupes d'Hissène Habré et, je glisse son nom ici, vous comprendrez pourquoi, d'Idriss Déby, pour foudroyer l'armée de Kadhafi et du Gun CDR. En réalité, le Gun CDR sans Gougouni-Weddé, c'était pas trop ça. Et l'armée de Kadhafi va se faire ratatiner. Sur les quelques 5000 hommes que Kadhafi a envoyés en Libye au Tchad avec les blindés, les armes, etc., il y a 2500 qu'il va perdre. 1500 morts et 1000 soldats qui se sont fait prisonniers. Le reste réussit à s'enfuir en Libye. Bien sûr, les troupes d'Hissène Habré et d'Idriss Déby, accompagnés par la France, vont pousser jusqu'à récupérer la bande d'Aouzou et rentrer en Libye. Et lorsqu'ils rentrent en Libye, Kadhafi, fou de rage, accepte que l'armée utilise des armes chimiques. Sauf que, oui, c'est la guerre, ok, on fait la guerre, pas de problème. Mais utiliser des armes chimiques, c'est accepter qu'il y ait beaucoup d'innocents qui meurent. Parce que lorsqu'on gaze une zone pour créer une zone tampon, pour ne pas que l'armée du Tchad rentre en Libye et qu'on disperse le gaz, le vent prend le gaz, il va passer par des villages qui n'ont rien demandé à personne. Et ces gens-là, ces pauvres personnes innocentes, qui n'ont rien à voir avec la politique ni du Tchad ni de la Libye, ils s'en foutent, ils sont dans leur désert, ils vivent tranquilles, ils vont se faire assassiner par du gaz qu'ils n'ont même pas vu venir. D'autres vont se retrouver avec des cancers, mourir précocement, des enfants avec des problèmes. Bon, vous me direz, c'est la guerre, oui, mais quand même. Bon, en tout cas, voilà ce qui va se passer. Et le problème, c'est que Kadhafi, vraiment, son ego va prendre cher. Et lorsque son ego va prendre cher, il va renoncer à ces soldats qui se sont fait prendre. Il va nier complètement qu'un certain Khalifa Haftar, qui faisait partie de ces quelques 1000 soldats libyens capturés, existait en fait au Tchad. Alors que Khalifa Haftar, colonel Khalifa Haftar, était un des soldats les plus vaillants de Kadhafi. Ces enfants de la Libye qui ont été envoyés à la guerre au Tchad sont allés au nom de Kadhafi pour la mission d'union que Kadhafi avait en tête. Donc lorsque Kadhafi les laisse tomber, vous comprendrez, ces soldats-là qui ont été envoyés à la guerre par un gouvernement, ce gouvernement-là les lâche parce qu'ils se sont fait prisonniers. Parce que le gouvernement veut garder bon rôle. Le gouvernement ne veut pas qu'on sache qu'il a perdu la guerre. Donc c'est très grave. Et ces soldats-là vont avoir très mal au cœur. D'ailleurs, Khalifa Haftar dira, en allant taper à la porte des Américains, ce n'est pas nous qui trahissons Kadhafi, c'est Kadhafi qui nous a trahis. Parce que des gens qu'on a niés, qu'on a abandonnés, ils ne peuvent plus rentrer en Libye. Imaginons une seule seconde que le Tchad, qui a ces prisonniers-là, qui n'en a pas besoin et qui n'en veut pas, parce que les Tchadiens ont leurs propres problèmes à régler, ils ne vont pas s'encombrer de 1000 soldats libyens. Surtout qu'ils ne vont pas les incorporer dans l'armée, mais ils ne vont pas leur donner du travail aussi, c'est des prisonniers. Donc ce sont des bouches à nourrir qui ne leur servent à rien. Au final, ils auraient pu les rendre à la Libye, sous certaines conditions. Mais la Libye nie leur existence. Donc ces soldats-là ne peuvent plus rentrer en Libye. Le Tchad pourrait tous les faire exécuter, que ce serait la même chose pour les Libyens. Donc les Américains décident de prendre ces quelques 1000 soldats et de s'en occuper. Et vous comprendrez que ça va devenir un problème parce qu'aujourd'hui, Khalifa Haftar, maréchal en Libye, a contribué à la chute de Kadhafi. On va en parler dans la prochaine vidéo, mais il va contribuer à la chute de Kadhafi. Les Américains vont ouvrir une base, pas secrète, mais un peu secrète parce que la France ne sera pas mise au courant. Et il va commencer à entraîner ces 1000 soldats-là
pour qu'il fasse tomber Kadhafi. En mai 1988, finalement, Kadhafi, la France, tout ça, ils s'organisent et puis ils signent un cessez-le-feu, et puis c'est terminé la guerre au Tchad, et puis Kadhafi, s'il te plaît, on ne veut plus entendre parler de guerre au Tchad. Bien sûr, Kadhafi, quoi qu'on dise, il va soutenir des mouvements armés dans d'autres pays, mais ce n'est pas le sujet. Ici, c'est de dire que tous les actes ont forcément des conséquences et finalement, Kadhafi va, au fil de son pouvoir, créer toutes ces frustrations. Et si vous voulez, dans la première vidéo, je parlais de comment il était arrivé au pouvoir. Il y avait beaucoup de mots très élogieux pour lui. Et dans cette vidéo, vous pouvez avoir l'impression que c'est moins élogieux. En réalité, ce n'est pas question d'éloge ou pas éloge. Moi, en faisant mes recherches, j'ai trouvé des faits. Et ce sont ces faits-là que je commente sous forme d'histoire. Mais il faut que l'on comprenne qu'au final, chaque décision politique a un impact sur la population. Ce que je n'ai pas dit aussi, parce que j'hésitais à le dire, c'est que c'est le Mali et l'Algérie qui vont s'interposer entre le Tchad et la Libye et aider à trouver un accord pour arrêter la guerre. Pourquoi j'hésitais à dire? C'est parce qu'actuellement, il y a beaucoup, aujourd'hui on est en septembre 2025, il y a beaucoup de conflits entre l'Algérie et le Mali. Bon, moi cette chaîne, comme vous le savez, c'est très panafricain assumé. Pour moi, les peuples africains doivent s'unir tous autant qu'ils sont. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que peu importe la raison, parce qu'il y a bel et bien une raison pour laquelle l'Algérie et le Mali aujourd'hui sont en discorde, peu importe la raison, il ne faut pas que les peuples s'en mêlent. La politique, les gouvernements algériens, les gouvernements maliens, ce sont des grands garçons, des grands hommes, ils savent ce qu'ils font, ils vont se disputer, ils vont trouver des accords, ils vont s'organiser, ils vont s'entendre. Le peuple malien et le peuple algérien doivent rester unis. C'est ça mon message. Pour tous les peuples d'Afrique, il ne faut pas se laisser tourmenter par certaines décisions politiques. Les peuples doivent rester unis. Les frontières sont arrivées avec la colonisation. Lorsqu'il y avait l'indépendance de l'Algérie, le Mali a servi de base arrière pour soutenir ceux qui se battaient pour l'indépendance algérienne. Et de l'autre côté, il y a des réciprocités. Donc au final, les peuples doivent rester unis. Le message, il est clair, il est simple, il est précis. Je ne suis pas contre un gouvernement, je ne suis pas pour un gouvernement. S'il vous plaît, ne commencez pas. Je dis juste, les peuples, restez unis. Bon, d'accord, parce que vous là aussi, un peu seulement, vous commencez à mettre les gens dans les problèmes. C'est donc comme ça que le 30 mai 1994, Kadhafi finit par faire évacuer toutes ses troupes de la bande d'Aouzou. Une bande d'Aouzou qu'il avait annexée depuis maintenant 20 ans. Au final, la plus heureuse dans tout ça, c'est la France. Ils ont réussi à conserver le Tchad et en même temps, Kadhafi n'est pas trop fâché. Donc, eux sont gagnants. Sauf que pour les États-Unis et Israël, c'est autre chose. L'objectif du soutien à Hissène Habré et l'intervention au Tchad visait une seule chose: la déstabilisation de la Libye et la chute de Kadhafi. La base a été créée, Khalifa Haftar et ses quelques 1000 soldats, d'autres exilés libyens vont rejoindre cette base et malheureusement, le Cameroun, la République centrafricaine et le Congo RDC, la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, vont servir de terrain d'entraînement pour la force Haftar. Il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, l'Irak a des problèmes avec la Libye. Parce que Saddam Hussein, qui à un moment traînait un petit peu dans les trucs américains, parce que quoi qu'on dise, cette zone de l'Irak qui a mis au monde beaucoup du terrorisme mondial actuel a été financée par les États-Unis, il faut le dire. À cette période-là aussi, Haftar va se retrouver en Irak avec sa force, voilà, ses militaires, et puis bon, ils vont s'entraîner là-bas. Bon, on travaille avec ceux qui veulent nous aider, hein, c'est que dire. Pendant 3 ans, Khalifa Haftar va vivre au Tchad, va s'entraîner là-bas avec des voyages, avec ses troupes, s'entraîner un peu partout, recevoir de l'aide où il peut. Et Hissène Habré laisse faire. Sauf qu'en 1990, on a Idriss Déby Itno, avec l'appui de la Libye de Kadhafi, pour déloger Hissène Habré. Bien sûr, le coup d'État a lieu. Et pour vous dire la réalité, c'est que la France va beaucoup soutenir Idriss Déby. Idriss Déby sera soutenu par la France et la Libye pour faire tomber Hissène Habré. Parce que chacun avait des comptes à régler. Comme je vous avais dit, la France n'appréciait pas Hissène Habré du fait que Hissène Habré était trop proche des Américains. D'ailleurs, la preuve, ils ont créé une base militaire à l'insu de la France pour entraîner des gens qui étaient contre Kadhafi, alors même que la France voulait garder des liens assez cool avec Kadhafi, vu qu'on a trouvé un terrain d'entente qui satisfait tout le monde, sauf ceux que j'ai cités précédemment. Donc, lorsque Idriss Déby réussit à prendre le pouvoir, et vous savez que Idriss Déby Itno va garder le pouvoir longtemps jusqu'à ce qu'il décède bizarrement, et ensuite son fils aussi a récupéré le pouvoir, donc on est rentré dans un Tchad un peu dynastique.
Bref, je ne parlerai pas de ça. Et voilà, quand Idriss Déby prend le pouvoir, bon, Haftar, il s'enfuit, il essaie d'aller au Nigeria. Le Nigeria, c'est non, il refuse l'entrée de Haftar, ils ne veulent pas se mettre en conflit avec Kadhafi. C'est Mobutu qui les reçoit. Sauf que quand Mobutu les reçoit, Mobutu veut s'en servir comme monnaie d'échange pour calmer un peu les relations avec Kadhafi, parce que comme vous le savez depuis très longtemps, Kadhafi et Mobutu, c'est pas trop ça. Donc, sauf que Kadhafi, il attend le colis est prêt. Et curieusement, Haftar réussit à s'en sortir et se réfugie aux États-Unis. D'ailleurs, les Américains vont réussir à faire fuir aussi Hissène Habré du Tchad. Et ce monsieur-là va aller s'installer au Sénégal jusqu'à ce qu'il y ait son procès. Vous pouvez retrouver son procès sur YouTube. Et vous savez, dans les années 90, le monde va changer. Le monde va changer. On a la chute du mur de Berlin, l'URSS s'effondre. Et vous connaissez la chanson, à la fin de la guerre froide, les États-Unis sont aux manettes du monde. Kadhafi comprend qu'il y a un problème de taille qui s'en vient parce que ça va être chaud. Ça va être chaud, il n'y a plus d'alliés URSS pour pouvoir faire contrebalance, l'Europe est un peu faible, bon, ça devient chaud. Ça devient tellement chaud qu'entre 1992 et 1997, l'économie libyenne perd 24 milliards de dollars. Bien sûr, toutes les campagnes très généreuses du guide libyen vont contribuer énormément à cela. Et la population va sentir un véritable changement dans son niveau de vie. En 1995, Kadhafi est confronté, bon, depuis un petit moment, à des groupes islamistes radicaux en Cyrénaïque. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, c'est que Kadhafi, dès son pouvoir, avait déjà écarté beaucoup de ces religieux trop extrêmes. Et Kadhafi, vraiment, il n'aimait pas ce contexte d'islamisme radical, de terrorisme, ce chose-là. Il détestait ça. Donc, il mettait tout le temps les gens en garde par rapport à ça. Et il avait ce mouvement-là qui lui cassait vraiment la tête dans son pays, en Libye. Bien sûr, tout le monde faisait semblant de ne pas le voir, mais c'est lorsque, en 2001, Al-Qaïda et Ben Laden attaquent les États-Unis, Kadhafi se dit, bon, voilà, c'était ça la porte d'entrée vers l'Occident. En 1998, lorsque les États-Unis et surtout la Grande-Bretagne abritaient et finançaient Ben Laden, Kadhafi était le premier à avoir lancé un mandat d'arrêt international contre ce dernier. Mais en 2001, lorsque ça frappe les États-Unis, Kadhafi se dit, bon, c'est la porte d'entrée, ok, on va soutenir les États-Unis dans ce moment difficile. Kadhafi sort, il dit, voilà, les États-Unis, vraiment, c'est chaud, vous avez le droit de riposter. Donc la Libye reconnaît le droit aux États-Unis de riposter et de combattre le terrorisme mondial. Les États-Unis se disent, ah, surtout la population, l'opinion publique se dit, bon, celui qu'on traite de terroriste, là, finalement, il est un peu contre le terrorisme. Donc les États-Unis vont décider de mettre sur la liste des groupes terroristes à combattre le groupe terroriste qui fatigue Kadhafi en Libye. Donc là, on arrive à créer finalement entre Kadhafi et les États-Unis une sorte d'objectif commun. Et Kadhafi, il va aller encore plus loin. Il sait qu'il y a une chose qui inquiète énormément l'Europe et l'Amérique. Tous les pays occidentaux, on va dire ça comme ça, ont vraiment peur que la Libye réussisse à créer la bombe atomique. Parce que Kadhafi, il est dans un programme nucléaire. Il fait passer ça pour un programme nucléaire civil. Mais la réalité, c'est qu'il comprend que tous ceux qui ont la bombe atomique aujourd'hui, on le voit avec la Corée du Nord, etc., sont en mesure de discuter d'homme à homme avec des pays un peu plus... Voilà, je ne vais pas dire le mot. Mais Kadhafi comprend que la bombe atomique en Afrique va être très très importante. Sauf que, ou du moins en Libye, va être très importante. Parce qu'il va pouvoir aussi déchaîner quand même ses visions sur les autres pays voisins. Sauf que beaucoup de pays en Europe, en Occident, trouvent ça un peu limite. Et Kadhafi va décider de mettre une pause, une fin à ce programme nucléaire. Et là, tous les pays occidentaux sont en joie. Ils sont heureux. Kadhafi a compris, Kadhafi n'est plus un terroriste. Et donc, la Libye va aller encore plus loin. La Libye qui a vraiment une expertise en contre-terrorisme parce qu'ils combattent le terrorisme depuis longtemps, les Libyens. Les Libyens vont former des agents de la CIA, du MI6 et de la DGSE au contre-terrorisme. Vous avez bien compris. Les services secrets libyens, avec leur expérience solide, vont réussir à aller former les services secrets américains, britanniques et français sur la question du terrorisme, parce qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Et curieusement, en 2005, Kadhafi décide d'offrir une quinzaine de contrats d'exploitation du pétrole à des entreprises américaines. Et devinez quoi? Les embargos sautent. Ah, l'Amérique, le capitalisme sauvage.
On oublie l'ennemi d'hier si aujourd'hui il nous permet de faire plus de cash. L'embargo, c'était pourquoi déjà? Est-ce qu'il se rappelle même simplement? Bon, en tout cas, Kadhafi, comme vous le constatez, il arrive à saisir les opportunités. Encore plus intéressant, il se rapproche de la France parce qu'il y a un certain ministre de l'Intérieur, un certain Nicolas Sarkozy, qui commence à faire la cour à ce Kadhafi qui n'est plus un terroriste, qui n'est plus le dictateur sanguinaire qu'il était à l'époque de Giscard d'Estaing ou de Mitterrand. Bon, bref, en tout cas, la nouvelle génération semble avoir un autre avis sur Kadhafi. Donc en 2006, lorsque Kadhafi condamne à mort des infirmières bulgares et un médecin pour avoir, paraît-il, inoculé le virus du sida sciemment à des enfants libyens dans un hôpital, c'est Nicolas Sarkozy et la France qui s'interposent et qui veulent jouer les médiateurs. Qu'est-ce que fait Sarkozy? Sarkozy décide d'envoyer en Libye sa femme Cécilia. Bon, sur ce point-là, je ne vais pas commenter longtemps, mais j'ai envie de dire qu'envoyer sa femme, sa chair et tendre, chez un dictateur, violeur, assassin de son État, c'est un peu particulier, mais j'irai pas plus loin là-dessus, je veux pas de problème. En tout cas, c'est Cécilia qui va et qui réussit à convaincre le guide accepte sous condition déjà qu'il reçoive quelques 460 millions d'euros et une reconnaissance de la République française pour libérer ces infirmières-là. Et ces 400 millions d'euros seront donnés en dommages et intérêts aux familles des victimes. Bon, la France n'a pas cet argent-là, il faut se le dire. Et c'est le Qatar qui vole à la rescousse de la France. Aujourd'hui, si le Qatar est vraiment aussi bien positionné, en réalité, cela relève d'une stratégie qatari très bien ficelée depuis très longtemps. Et vous allez voir que dans la chute du régime de Kadhafi, le Qatar n'y est pas étranger. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit la position vraiment stratégique du Qatar sur plusieurs conflits, notamment République démocratique du Congo face au Rwanda M23, et aussi sa position face à Israël, la Palestine, même si c'est un peu plus bizarre. En fait, le Qatar a commencé à placer ses pions depuis très longtemps. Donc ils vont donner ces quelques 400 millions d'euros à la France va remettre ces millions à Kadhafi, Kadhafi va libérer les infirmières et la France se doit maintenant d'avoir une certaine redevance envers Kadhafi et c'est comme ça que Kadhafi décide de faire sa tournée des pays européens. Donc en décembre 2007, Kadhafi se fait un kiff. Ces pays-là occidentaux qui ont longtemps cherché à l'assassiner, aujourd'hui vont l'accueillir, qu'ils le veuillent ou non. Il va aller planter sa tente à Rome, à Madrid, à Paris, à Lisbonne. Il va planter sa tente bédouine partout. Il va kiffer, il va se mettre bien. Bon, mais Kadhafi est Kadhafi. Impulsif comme il est, lors d'une conférence à Lisbonne, il va dire ceci. Les forces coloniales doivent dédommager les peuples qu'elles ont colonisés et dont elles ont spolié les richesses. Sauf que Kadhafi, lorsqu'il dit ça, on est dans une époque où il y a quand même toujours cette grande condescendance des pays européens à l'instar des pays africains. Et beaucoup des conférenciers, des profs d'université, des ministres, des leaders européens vont prendre ça pour une insulte. Ils vont dégommer Kadhafi dans la presse. Mais les Libyens ne sont pas dupes parce qu'en 2010, Choukri Ghanem, j'espère que je prononce bien, premier ministre libyen, il dit exactement ceci. Les pays n'ont pas d'amis, n'ont pas d'ennemis. Ils ont des intérêts. Les Américains ne sont pas ici parce qu'ils nous aiment. Et nous ne les avons pas reçus parce que nous les aimons. Il dit d'autres choses, mais moi j'ai trouvé cette partie-là super intéressante. Ils ne sont pas ici parce qu'ils nous aiment, nous ne les recevons pas parce que nous les aimons. Les Libyens savent qu'à la moindre opportunité, les Occidentaux vont faire chuter le régime. Mais en attendant, les intérêts convergent. Et cette occasion de faire chuter le régime libyen se présentera très bientôt. Très bientôt dans la troisième vidéo, dans la troisième et dernière partie, la fin du stratège libyen. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a eu lieu pour que Kadhafi tombe, comment Kadhafi a perdu son pouvoir, etc., les mains qui ont été actionnées et tout. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui est encore une fois super longue. Vraiment, ceux qui arrivent jusqu'à la fin des vidéos, vous êtes les meilleurs. Soyez bénis, c'est tout ce que je peux dire. Surtout, n'hésitez pas. Cette chaîne, elle est faite pour poser des questions importantes. En réalité, cette chaîne-là, la base, l'objectif de la chaîne, oui,
c'est de rassembler les peuples africains. Dans la vidéo partie 1, origine, vous verrez que c'est ce que je dis. Mais c'est surtout de lancer aussi une réflexion. C'est surtout d'émettre les bases d'une société africaine plus réfléchie à l'africaine, plus basée sur les valeurs humaines que nous avons reçues, plus basée sur la fraternité des peuples africains. C'est pour ça que je dis, les peuples africains, il faut qu'on apprenne à juste se connaître, à juste comprendre qu'on a les mêmes problématiques, qu'on est des frères et sœurs, et que si on ne s'unit pas, les gens vont nous marcher dessus comme ils ont marché sur nos grands-parents, etc., etc. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que pour la prochaine, on aura à minima le même décor que cette vidéo. Et puis, voilà, n'hésitez pas. Après la troisième partie sur Kadhafi, je compte aborder la guerre du Soudan. Je pense qu'on fera 2 ou 3 vidéos aussi là-dessus. Mais après les vidéos sur le Soudan, je pense qu'il va falloir aborder l'Afrique de l'Ouest. Il va falloir qu'on aille un peu de ce côté-là. Bien sûr, je ne vais pas me créer d'autres problèmes parce que si j'ai pas de visa pour aller à Washington, faudrait quand même que je puisse aller à Dakar. Mais merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Encore une fois, vous êtes les meilleurs. Ciao.